Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être fidèles au rendez-vous du jury du dimanche. Nous avons le plaisir de recevoir l'homme le plus sollicité du Sénégal, sans doute parce que Abdoulaye Diouf Sarr est le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Mamadou. Le Sénégal, face à la pandémie du coronavirus, 3 mois de crise sans précédent, les 100 jours du petit virus chinois, pour paraphraser l'autre, auront fait d'énormes dégâts. La planète tout entière subit de plein fouet, encore et toujours, les secousses telluriques du tremblement de terre dont l'empire du milieu, c'est-à-dire la Chine, fut l'épicentre. 100 jours non pas d'état de grâce, mais d'état de catastrophe causé par un ennemi invisible, suffisant pour que des dirigeants du monde, comme le président du Sénégal, désarmé, il faut quand même le préciser, adoptent un ton martial en lançant une petite phrase devenue virale. Nous sommes en guerre. Ou encore, l'heure est grave, les deux renvoyant à la même chose. 2 mars 2020, 2 mars 2020, 2 juin 2020. Cela fait donc 3 mois que la crise sanitaire perdure avec ses conséquences économiques, financières, sociales, politiques, culturelles même et sécuritaires. Le Sénégal fait face à cette pandémie, Monsieur le ministre, mais avant d'en arriver là, nous allons d'abord parler de cette journée mondiale de lutte contre le tabac. Comment la vivez? Le ministre de la Santé fume? J'aimerais d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de votre groupe et me réjouir de cette invitation. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion certainement de revenir sur énormément de choses par rapport à cette pandémie. C'est vrai que nous fêtons effectivement, entre guillemets, la journée mondiale du tabac parce qu'il n'y a pas que le Covid-19. Les autres pathologies sont suivies aussi et parmi ces pathologies, il y a les maladies chroniques. Et nous savons que le tabac joue un rôle extrêmement important en termes de déterminant de ce type de maladie chronique. Et aujourd'hui, le combat, effectivement, est un combat contre le tabac. Je vais dire, heureusement, peut-être, je n'ai jamais effectivement touché à la cigarette. Et j'espère qu'à mon âge, c'est quelque chose d'irréversible. Et ce que je recommande aussi, de manière globale à la jeunesse, c'est effectivement d'aller dans une vie sans tabac. Il me semble que c'est plus sécurisant. Une vie sans tabac. Et ça fait des bienfaits, j'imagine? Mais oui, je crois que c'est peut-être aussi tout un environnement socioculturel aussi qui occasionne et qui crée les conditions d'être dans ce genre de vie sans tabac. Mais tout à fait, je crois que ça rassure, même si bien sûr, par ailleurs, il faut aussi être prudent par rapport à d'autres déterminants de la santé. Mais d'ores et déjà, quand on a la chance de ne jamais toucher donc à la cigarette, au tabac, je crois qu'on a aussi la chance d'être quelque part, j'allais dire, sécurisé par rapport à certaines maladies chroniques. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer en tant que ministre de la Santé qu'un décret serait en train d'être circularisé pour interdire la vente du tabac dans les boutiques, chez le boutiquier du coin, comme on dit? Je peux dire de manière certaine que dans le cadre de la coordination nationale contre le tabac, le coordonnateur, je l'ai bien entendu suivi, le docteur Ba, que je félicite au passage pour sa combativité et le suivi qu'il fait par rapport à cette question. Le Sénégal a eu beaucoup d'avancées en la matière dans le cadre de la prévention et le Sénégal d'ailleurs a eu le prix Bloomberg qui bien sûr le positionne comme étant l'un des champions de la lutte contre le tabac. Et de ce point de vue-là, de telles propositions sont aujourd'hui agitées pour aller effectivement dans un contexte national où on mettrait en place l'écosystème du non-tabac. Et dans cet écosystème du non-tabac, naturellement, si on peut bien organiser la distribution, ce serait une très bonne chose. L'interdire dans les boutiques? Vous savez, moi je préfère parler d'organisation, je préfère parler de régulation. Le mot interdiction me pose problème dans ma
philosophie et dans ma démarche intellectuelle, parce qu'en matière de prévention, je crois que le plus important, c'est de faire en sorte que derrière, qu'il y ait une appropriation, une adhésion. Je préfère parler de régulation. Le Sénégal nous écoute, le monde aussi, sûrement, sans aucun doute, sur cette pandémie du Covid-19. Le Sénégal est affecté, comme la plupart des pays du monde. 30 jours encore de prolongation de l'état d'urgence. Est-ce que cela veut dire que la décision prise a été déterminée par l'avis du comité de gestion de crise des épidémies? Oui, je vais un tout petit peu rebondir sur un élément de votre introduction. Et vous parlez en évoquant les deux positions du chef de l'État dans son allocution. Vous disiez désarmé. Non, je crois que ce n'est pas le cas. Le président n'a jamais été désarmé de ce point de vue-là. Il a sonné effectivement, tiré la sonnette d'alarme en disant que le Sénégal doit être debout comme un seul homme pour faire face. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et depuis le début aussi, je crois qu'il faut absolument comprendre ce que moi j'appelle l'architecture de la lutte. L'architecture de la lutte, c'est que au sommet de la stratégie nationale, il y a un chef d'État qui, bien sûr, pilote tout et dans le cadre de la multisectorialité, essaie de mettre en cohérence le combat, et ce qui a été le cas. Et tout cela doit toujours et systématiquement reposer sur un avis d'expert. Vous savez que nous ne sommes pas dans une dynamique où il faut jouer à la loterie. Loin s'en faut, il faut absolument reposer les décisions, les orientations sur des avis d'experts. Et cet avis d'experts-là se trouve être le Comité national de gestion des épidémies qui a des déclinaisons au niveau régional. Et à chaque fois qu'il s'agit d'apporter une décision importante ou d'évoluer sur la décision, le CNGE est saisi, donne son avis, à charge maintenant pour la gouvernance au sommet de suivre le CNGE, d'adapter effectivement ses propositions, ou en tout cas, et dans certaines circonstances, de les différer. Systématiquement, oui. Le CNGE effectivement donne son avis par rapport à ce que nous faisons au plan stratégique. C'est le cas de la prolongation de 30 jours de l'état d'urgence. C'est le cas de tout ce que nous faisons. Et je vais, de ce point de vue-là, vous dire quelque chose. Nous sommes effectivement sur une lutte, et je le disais dès le début, et le chef de l'État l'a aussi dit, c'est une question d'endurance. Dire aux Sénégalais que demain matin, il n'y aura plus de Covid-19 dans ce pays, que ça va d'un seul coup s'estomper, c'est véritablement les prendre pour un peuple qui ne réfléchit pas. Ça va effectivement se jouer dans l'endurance et ça ira de manière progressive. Pour ainsi dire, ça peut, j'allais dire, suivre une courbe qui ressemble un peu à une courbe parabolique, ça ira jusqu'à un certain niveau et ça descend. C'est pourquoi les décisions d'accompagnement en termes d'écosystème de sécurité suivent aussi cette tendance. Si véritablement à un moment on note quelque part que la courbe n'a pas encore pris sa phase descendante, il est évident qu'il faut toujours accompagner cette lutte par son environnement sécuritaire. 3 mois après, dans quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Oui, 3 mois après, on est dans une situation qu'il faut analyser. Et j'aimerais bien effectivement, à ce niveau-là, ne pas avoir une appréciation statique. Ce que moi j'appelle l'appréciation statique, c'est d'analyser la situation à TN, à un instant T. Mais j'analyse dans une approche dynamique. C'est-à-dire, je pars du 2 mars et j'essaie d'analyser la situation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le 2 mars, nous avions effectivement le premier cas, notre fameux premier cas. Et je me souviens effectivement qu'on disait qu'on a notre premier cas, ce qui était un cas importé. Et immédiatement, nous avons vu que du jour au lendemain, ça a évolué, mais ça a évolué lentement. Ce qui est tout à fait logique aussi dans une épidémie. La croissance ou le lancement, même en entreprise, le lancement d'une entreprise obéit toujours à une courbe où sa première phase de lancement est une phase timide. Et après, on booste un tout petit peu, l'environnement de l'épidémie s'installe et on voit la croissance augmenter. On voit véritablement les cas arriver, ce qui était aussi logique.
Mais dans cette évolution, on a vu quand même que très rapidement, les mesures prises par le chef de l'État, de manière très courageuse, ont réglé un certain nombre de problèmes. Au moins, nous ont permis d'endiguer ce qu'on appelait les cas importés. Ils ont endigué. Et tout de suite, notre préoccupation était donc une préoccupation de transmission locale, de transmission communautaire. Mais l'évolution, comme partout dans le monde, a suivi son parcours. Nous étions dans la phase croissante. Et le plus important pour nous, c'était d'aller rechercher le pic, c'est-à-dire le moment où l'épidémie s'arrête en termes d'évolution exponentielle et engage une phase décroissante. Oui. Et là, toute la question, d'ailleurs, les questions se posent à ce niveau. Quand est-ce qu'on aura le pic? Justement. Et je crois que on y est cela, ou pas encore? C'est cela votre question fondamentale. Oui. Et il y a deux paradigmes à la matière. La première école dit que le pic se calcule sur la base d'une grande modélisation. Et on essaie de poser un certain nombre de modèles, un certain nombre de lois statistiques pour dire qu'on arrivera au pic à tel moment. Cela peut se défendre. Et cela se défend d'ailleurs parce que c'est des modèles extrêmement puissants du point de vue scientifique, du point de vue statistique, qui peuvent déterminer à peu près, donc sur un intervalle de confiance, où est-ce qu'on se situe. Mais il y a un autre modèle, une autre école qui dit que le pic s'apprécie a posteriori. Il faut être dans la descente, descendre un certain temps et se rendre compte, ah mais pourtant, on est en train de descendre, donc on était sur le pic il y a quelques jours. L'un dans l'autre, ce que moi je peux noter, c'est que depuis quelques semaines, on est sur une fluctuation autour de 93, 97, 106, etc. Depuis qu'on a quitté les 177. Donc on est sur ce plateau-là et une oscillation sur ce plateau. Et j'ose espérer que nous sommes en train, bien sûr, d'engager une dynamique décroissante qui va effectivement donc nous permettre d'entrer dans les 80, etc., en espérant que vers le mois d'août, vers le mois de septembre, l'épidémie sera derrière nous. Ah oui, c'est votre projection. C'est ce que j'espère. Septembre, on n'en parlera plus. Septembre, on n'en parlera plus. Je ne me permettrai pas de donner effectivement un verdict aussi direct. Ce que je peux dire, c'est que je constate depuis quelques semaines qu'il y a une oscillation sur un plateau que j'espère être le plateau qui va effectivement nous pousser vers une décroissance de l'épidémie. Ça, je l'espère fortement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose qui est très aimé par les intellectuels et les économistes. J'aimerais dire toute chose étant égale par ailleurs. Quand je dis toute chose étant égale par ailleurs, ça veut dire que l'ensemble des autres paramètres de rigueur et d'encadrement de l'épidémie doivent rester constants pour qu'on puisse espérer une progression. Mais si, par ailleurs, on ne fait pas effectivement attention, en ce moment-là, on trahit ce grand principe de toute chose étant égale par ailleurs. Moi, j'aimerais bien qu'on reste sur ces paramètres de surveillance, de rigueur, de gestes barrières, etc., pour ne pas effectivement donner à notre courbe une autre phase de croissance. Alors, toujours est-il, Monsieur le ministre, que nous avons plus de 40 morts, plus de 3600 cas, avec d'ailleurs une tendance à une égalité. Si nous interrogeons les derniers chiffres donnés, une égalité entre le nombre de cas guéris et le nombre de cas sous traitement. Fait notable, en tout cas dans la journée du samedi, la baisse des cas en réanimation qui était passée de 20 à 14. Kaffrine est la 13e région qui vient de tomber. Matam est la seule qui résiste encore officiellement. De manière globale, quel bilan le ministre de la Santé peut faire aujourd'hui de la gestion de cette pandémie? Oui, je me demande si, en tant qu'acteur principal, je peux peut-être me permettre de tirer moi-même le bilan, mais je vais tenter quand même, parce que, vous le disiez à l'entame de vos propos, je suis certainement celui qui a été au centre de cette, je ne vais même pas parler de crise fondamentalement, de cette riposte contre le Covid-19. Le mot crise est chargé d'une certaine manière, chargé dans le sens de quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
c'est peut-être un mot chargé de ce point de vue-là, mais si on respecte l'orthodoxie du mot, peut-être on peut parler de crise. Mais puisque de manière globale, dans l'entendement commun, c'est un mot chargé de ce point de vue-là, je préfère parler de riposte. Très bien. Le bilan de la riposte. Le bilan de la riposte. Le bilan de la riposte est un bilan, somme toute, jusqu'à ce jour-là, nous sommes dans une riposte maîtrisée. Ça, il faut le dire, il faut s'en réjouir. Il faut se rendre compte, l'ensemble des acteurs de la riposte, de l'alerte par le biais de la cellule d'alerte, jusqu'à la détection par le biais des labos, en passant par la prise en charge et la coordination technique, jusqu'à la communication et la prise en charge psychosociale, l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs communautaires, sont dans une posture où la chose ne les échappe pas. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans une riposte que de tenir toujours et de ne pas perdre la main. Ça, au moins, c'est le premier élément de l'analyse. Pourtant, on n'a pas arrêté de dire le monde est désarmé. C'est pour cela que j'ai utilisé tout à l'heure cet adjectif. Vous savez, pour vous, le Sénégal n'a pas du tout été désarmé face à cette crise. Le Sénégal n'a jamais été débordé du point de vue de la maîtrise de la riposte. Le Sénégal n'a jamais été affolé par la situation effectivement de cette crise. C'est vrai qu'il y a une évolution qui fait que le monde, de manière globale, est un monde qui est désarmé en termes de solutions par rapport au virus. On n'a pas encore de solution médicale en termes donc de vaccins ou en termes donc de médicaments, etc. Il y a tout un débat autour de cette question qui fait en réalité que le monde est inquiet et dans ce monde-là, le Sénégal aussi est dans une situation où on se dit mais premièrement, quand est-ce qu'on va sortir? Parce que c'est une épidémie qui nous réserve énormément de surprises. On n'a pas encore l'ensemble des paramètres donc, de ce virus. Et aujourd'hui, de ce point de vue-là, on est effectivement inquiet comme tout le monde. Mais du point de vue de la riposte, du point de vue de la maîtrise de la gestion effectivement de l'épidémie, je crois quand même que nous démontrons à la face du monde que nous tenons et nous espérons effectivement tenir la barre jusqu'à ce que la courbe nous projette dans une phase descendante et qu'on gère de manière très correcte effectivement cette phase jusqu'à ce que l'on sorte de la pandémie. Il s'agit aujourd'hui de tenir bon, droit dans ses bottes, d'avoir effectivement donc la sérénité d'une gestion dans la durée et d'amorcer un jour la fin effectivement de cette épidémie. Il s'agit de cela. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est la question, j'allais dire, médicale et pharmaceutique. Oui. Dans ce débat médical et pharmaceutique, on peut dire aujourd'hui que le monde, effectivement, est désarmé et j'espère que les recherches qui sont en cours vont nous permettre de trouver l'arme qui va effectivement nous permettre de tuer le virus. Alors, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, est l'invité de ce jury du dimanche, iRadio ITV. Vous disiez tout à l'heure que le bilan était globalement positif, que la situation est globalement maîtrisée, mais pourtant vous avez tenu des propos assez peut-être angoissants en disant que la situation est très très compliquée à Dakar et que si nous perdons la main à Dakar, nous risquons justement de perdre le combat. Pourquoi une telle déclaration qui donne froid dans le dos? Mamoudou, il n'y a pas du tout, de mon point de vue, une contradiction entre dire que nous tenons encore, c'est-à-dire nous ne lâchons pas prise, la situation est bien tenue, et attention, même si la situation est bien tenue, il y a une poche d'inefficience. C'est fondamental en analyse. Oui, pourquoi Dakar inquiète? Exactement, je vais effectivement dire cela. Oui. Cette poche d'inefficience, là où on voit effectivement véritablement une charge très importante de risque, c'est la capitale. Parce que nous avons constaté que 73% et plus des cas contaminés se trouvent à Dakar. À chaque fois qu'on parle de cas communautaires, comme ce fut le cas hier, sur les 12, les 10 étaient de Dakar. On a remarqué aussi que la quasi-totalité des districts de Dakar sont touchés. On s'est posé la question et on s'est dit aujourd'hui, quand on analyse froidement,
ce virus est un virus éminemment urbain, c'est un virus de capitale, en tout cas pour ce qui concerne notre pays. Perdre la main dans la capitale, c'est perdre une bataille qui nous fait perdre la guerre. Et il faut, de ce point de vue-là, tirer sur la sonnette d'alarme. C'est ce que j'ai fait hier. Je dis, aujourd'hui, il faut absolument que le Comité national de gestion des épidémies prenne la tâche du Comité régional de gestion des épidémies de Dakar et que pour Dakar, qu'on adresse la question avec une spécificité qui nous permette véritablement d'endiguer dans la capitale. Et je suis persuadé, Mamoudou, si on endigue dans la capitale, on va effectivement donc tout de suite voir que la situation va énormément bien changer. Mais justement, est-ce que cette situation que vous décrivez et qui inquiète dans la capitale n'est pas la conséquence d'un certain relâchement, en tout cas de l'assouplissement des mesures administratives qui ont été annoncées par le chef de l'État lors de son dernier message à la nation? Non, pas du tout alors, pas du tout. C'est quoi que de ce point de vue-là aussi, il ne faut pas donc aller trop vite en besogne et faire une analyse hâtive ou lancer une conclusion hâtive. Ce n'est pas le cas. Parce que certains peuvent interpréter ça comme un relâchement. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je parle de conclusion hâtive. Aucune mesure de barrière n'a été allégée. Il n'y a pas eu, bien sûr, d'assouplissement sur ces mesures-là. Le port systématique du masque demande à ce que ce soit de rigueur. Et je crois que notre arme la plus fondamentale, c'est ça. Le respect de cette distance qu'on a respectée tous les deux nous semble être fondamental, essentiel. Le fait, bien entendu, de se laver systématiquement les mains avec l'utilisation de gel hydroalcoolique, mais tout cela, ce sont des mesures essentielles. Ne pas véritablement promouvoir les regroupements dans les quartiers, etc. C'est essentiel. L'ensemble de ces mesures reste de mise. Oui, mais quand on rouvre les lieux de culte, il y a eu un élément d'examen, là... On va revenir sur l'école tout à l'heure, parce que c'est deux choses tout à fait... Oui, d'accord, mais je parle de la réouverture de certains lieux. Voilà. Donc, je crois que c'est de ce point de vue-là qu'il faut absolument dire qu'il y a eu des mesures d'adaptation. Ces mesures d'adaptation qui étaient nécessaires. Parce que la riposte, elle est globale. La riposte, elle est globale, elle est sanitaire, elle est sociale, elle est économique, elle est effectivement, j'allais dire de manière globale, socio-économique. Et il y a des paramètres qui pouvaient, bien entendu, déstabiliser tout ce que nous faisions dans la riposte sanitaire, si on y prenait garde. Oui. C'est le besoin d'un équilibre socio-économique qui est tout à fait nécessaire pour que l'on vive dans de très bonnes conditions, pour éviter que certains troubles remettent en question nos acquis au plan purement sanitaire. Je crois que c'est cette perception-là qu'il faut avoir de la nécessité qu'il y avait d'adapter nos mesures du point de vue économique surtout et du point de vue social. Parce que, fondamentalement, il ne fallait pas créer un environnement d'étouffement qui crée effectivement des tensions qui remettent en cause même nos acquis au plan sanitaire. Mais est-ce que cette décision a emporté l'adhésion du personnel soignant du corps médical, des scientifiques? Mais on n'a pas, Mamoudou, je crois que c'est de ce point de vue-là qu'il faut se dire qu'il n'y a pas d'un côté un corps médical qui, bien entendu, est distinct de la dynamique de cohésion qu'on a dans la riposte. Le premier stratège de la lutte se trouve être le chef de l'État. Ensuite, du point de vue, j'allais dire stratégique à un niveau intermédiaire, il y a le ministre de la Santé, le CNGE, et sous le ministère de la Santé et le CNGE, il y a un dispositif opérationnel qui gère la riposte sur le terrain, qui est le groupe opérationnel dirigé par le COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire, et le docteur Abdoulaye Bousso. Et dans la prise en charge maintenant sur le terrain, il y a bien sûr des éléments opérationnels comme le SAMU national, comme les laboratoires, comme bien sûr la prise en charge médicale avec le professeur Moussa Seydi et autres. Donc vous voyez que c'est une cohérence d'ensemble. On n'a pas d'un côté certains et de l'autre d'autres. C'est une cohérence et dans cette cohérence-là, des avis sont donnés. Il y a une interaction des acteurs pour trouver l'équilibre nécessaire pour faire une très bonne lutte. Oui, c'est ce que je peux vous dire. Mais bien entendu, je crois que je vais parler comme l'autre
Je vous apprends rien, et les gauchistes le savent. Toute force triomphante porte en elle-même les germes de sa propre destruction. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se dire qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il faut provoquer un type de contradiction, d'échange, qui permettent bien entendu d'évoluer et trouver la bonne formule. Donc nous sommes conscients que quand les experts se retrouvent, il y a forcément des avis divergents, et c'est dans la divergence d'avis qu'on trouve effectivement ce qui va faire avancer la chose. Mais si on est unilatéral, si effectivement de manière systématique tout le monde dit la même chose, ce n'est jamais bon, et ce n'est pas cela effectivement l'environnement dans lequel nous vivons dans le cadre de la riposte. Nous sommes dans une logique d'avis contradictoires qui nous permettent d'avancer. Y aurait-il une brouille entre vous et le professeur Moussa Seydi? J'aurais bien aimé que le professeur Moussa Seydi soit notre troisième ou votre deuxième invité et oui. Le troisième sur ce plateau. Tous les deux, nous aurions eu exactement la réponse. Il n'y a jamais eu de bruit. Jamais eu de bruit. Il n'y a jamais eu de bruit. Le président n'a pas été amené à trancher en sa faveur. Si le président pouvait être la quatrième personne de notre plateau, ce serait formidable. Non, on n'est pas effectivement dans ce type de rapport. Nous ne sommes pas dans ce type de relation dans le cadre de la gestion de cette crise. Je crois qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Et puisque je ne suis pas de nature à d'ailleurs entrer dans un débat spéculatif, je vous dis simplement non. En tant qu'autorité politique, il n'en est rien. En tant qu'autorité politique, vous n'avez jamais dit au professeur Seydi stop, la tendance prise n'est pas la bonne. Jamais. Jamais. Si c'était lui non plus. Si c'était le cas, oui. Si c'était le cas, je ne l'aurais pas peut-être dit à la télé parce que je suis persuadé qu'il m'écoute. Je n'ai jamais demandé au professeur Seydi d'arrêter quoi que ce soit. Nous avons les meilleurs rapports. Il peut y avoir maintenant une ambiance spéculative qui fait que, bien sûr, qu'on puisse dire de telles choses, mais quand on a un certain niveau de responsabilité, comme le mien, comme celui du professeur Seydi, nous n'allons pas dire, oui, c'est Sénégalais, venez, effectivement, on est là, il n'y a rien entre nous. On vit ce que nous visons dans le cadre d'une très bonne relation professionnelle. Et c'est l'avenir qui, bien entendu, règle ce genre de questions-là. Moi, je ne suis pas du genre vraiment à donc spéculer sur ce genre de débat. Le jury du dimanche a maintenant le plaisir d'aborder une autre question centrale, c'est la réouverture des salles de classe, en tout cas pour les classes d'examen, ce 2 juin-là. Alors, est-ce que vous pouvez garantir aux différents acteurs, les élèves, les enseignants, mais aussi leurs parents, la communauté tout entière, que cela se passera sans grand risque? Parce qu'on a vu ailleurs, on rouvre les écoles et puis bonjour les cas. Je vais d'abord avec promptitude faire une mise au point. Hier, quelqu'un m'a envoyé sur WhatsApp un message audio d'une dame qui disait « Ouais, au niveau du ministère de la Santé, on nous demande d'attendre que le CNGE se prononce sur la réouverture, etc. et que c'est le directeur des ressources humaines qui aurait donc tenu de tels propos. » Je dis tout de suite que ce n'est pas exact. C'est faux. Je préfère dire que ce n'est pas exact. Très bien. Ce n'est pas exact du tout alors. Et le disant, je dis que le ministère de la Santé et de l'Action sociale est partie prenante dans le processus qui a conduit à la réouverture. Parce que, encore une fois, le gouvernement est un gouvernement qui traite une question qui est multisectorielle. Il y a la dimension éducation au sens pédagogique donc, de la chose, mais il y a effectivement la dimension prise en charge sanitaire. Donc nous avons donné notre avis et nous avons estimé qu'il faut un certain nombre de décisions au plan de l'encadrement, au plan sécurité pour que la chose se fasse. Et c'est dans ce contexte de sécurité de l'ouverture que, bien entendu, les choses vont se faire. Donc oui, je suis effectivement tout à fait en mesure de vous dire que toutes les dispositions sont prises en termes donc de sécurité à l'entrée des écoles, en termes de dispositions dans les classes, en termes de port de masque, en termes, j'allais dire, d'emploi du temps, pour nous permettre véritablement de mettre nos apprenants dans les meilleures conditions de sécurité. Et je disais d'ailleurs à quelqu'un
que les conditions que nous mettons dans l'environnement scolaire, sur beaucoup de cas, sont des conditions même meilleures que ce que nous avons dans les quartiers. Mais on a quand même vu le matériel qu'on nous a listé là, monsieur le ministre. C'est 2 bouteilles de madar, une bouteille ou un flacon de gel hydroalcoolique et quelques dizaines de masques dans les salles de classe. Est-ce que c'est suffisant? Je considère que vous chahutez. Non, je ne chahute pas. J'ai vu des images et j'aimerais avoir la garantie de votre part vous ne pouvez pas le dire. Assez de matériel vous ne pouvez pas, sanitaire dans les salles de classe. Mamadou, vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas dire que vous avez vu une bouteille de Javel. Il y a toute une liste en tout cas qui est circularisée, faisant état d'un certain nombre d'équipements. Je peux vous dire qu'en plus d'être ministre de la Santé, je suis maire de la commune de Yoff. Je suis bien placé pour savoir que l'éducation est une compétence transférée. Et je suis bien placé pour savoir qu'en plus de ce que fait l'État, et le fait de la manière la plus optimale avec tout ce qu'il faut, les communes aussi encadrent bien entendu leur école. Et je peux vous dire aujourd'hui que cette présentation-là, comme celle que vous venez de faire en termes de 10 bouteilles, 5 bouteilles, c'est véritablement assez caricatural. Oui. Non, oui. Nous avons effectivement mis ce qu'il faut pour mettre nos écoles dans des conditions de bien démarrer. Donc, vous en donnez l'assurance? J'en donne bien entendu l'assurance. J'en donne l'assurance, le ministre de l'Éducation nationale en donne l'assurance pour ce qui le concerne. Moi, j'en donne l'assurance pour les questions sanitaires. Et le gouvernement, de manière globale, fera tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Ça, je peux vous l'assurer, parce qu'il s'agit de gérer une responsabilité. La responsabilité que nous gérons dans nos quartiers pour éviter que les cas ne soient effectivement des cas endémiques dans les quartiers, c'est la même responsabilité que nous gérons, que nous exerçons en termes donc de gouvernement dans les écoles pour faire en sorte que nos écoles soient des écoles sécurisées. Mais vous mesurez bien le risque aussi. Il est arrivé dans le risque zéro. Qu'on ouvre les classes et puis qu'on enregistre des cas. Le risque zéro n'existe pas. Oui. Le risque zéro n'existe pas. Mais on intègre. La dimension risque est une dimension qu'on intègre tous les jours. Qu'est-ce qui se passerait, on ne le souhaite pas, si par exemple on arrivait à vivre une telle situation? Ce que je peux vous dire, et de manière certaine, c'est que le risque zéro n'existe pas. On est bien d'accord, oui. Le risque aussi, universel, à tous les niveaux, n'existe pas. Il peut y avoir une situation dans mon Yoff natal qui soit une situation isolée qui ne représente pas la situation nationale. Quand on ne gère pas dans une logique comme celle que vous venez de présenter. On gère dans une logique sur la base de l'optimum. Nous, au niveau gouvernement, nous prendrons toutes les mesures pour que, au niveau national et de manière globale au niveau des écoles, que les choses se passent bien, ça je peux vous le dire, et les dispositions sont déjà prises. Le ministre, mon collègue... C'est des enfants qui peuvent être mais bien entendu, ce sont nos enfants. Oui. Mamoudou, ce sont nos enfants. Absolument, oui. Ce sont nos enfants. Oui. Ne croyez pas que ce sont des enfants qui viennent de la planète Mars. Ce sont nos enfants à nous. Ce sont mes enfants, ce sont vos enfants, ce sont les enfants de nos communes. Donc nous, notre objectif et notre mission, c'est de les protéger. Il faut rassurer les parents. Il ne faut pas créer effectivement l'écosystème de la panique. Il faut rassurer effectivement les parents, leur dire que le gouvernement est un gouvernement responsable qui prendra toutes les mesures nécessaires pour sécuriser nos enfants. Il me semble quand même important de l'entendre. Le transport, ça par exemple, ça peut être très délicat. Chacun en ce qui le concerne, et ça je peux vous le dire, moi en ce qui me concerne, le ministre Talla en ce qui le concerne, les autres sectoriels en ce qui les concerne, mais la communauté en ce qui la concerne, parce que ça aussi c'est extrêmement important de noter, les parents, chaque parent en ce qui le concerne, doit prendre effectivement toutes les mesures pour sécuriser bien entendu nos enfants, pour sécuriser effectivement nos quartiers, pour sécuriser notre pays. Ce n'est pas une affaire de gouvernement contre, c'est une affaire de la communauté, c'est une affaire du pays. Il me semble que c'est dans cette cohésion nationale que nous allons sortir le Covid-19 du pays. Avec la complicité de notre
technicien Samba Bousso, nous allons écouter quelques Sénégalais vous interpeller sur cette pandémie du Covid ou de la Covid-19. De la Covid-19. Bonjour, M. Khan. Ma question est la suivante. Si le ministre de l'Enseignement supérieur ne peut même pas résister face au port du masque pour une trentaine de minutes, est-ce que les enfants pourront le faire en classe pour des cours de 2 heures de temps? Merci Mamadou, c'est un immense plaisir de vous suivre. N'est-il pas inquiet d'une propagation massive et large de la pandémie, vu la situation dont les enseignants se sont réunis et transportés? Bonjour au JDD et bienvenue au ministre. J'ai 2 questions que je souhaiterais poser à l'invité. Il s'agit d'abord d'avoir une idée sur la politique sanitaire que le Sénégal compte mettre en place au sortir de cette pandémie pour se relever le plus rapidement de la crise. Ensuite, quel est l'avis du ministre sur la situation tendue qui sévit actuellement au niveau des centres de quarantaine, avec les heures notées dernièrement au centre de Guéroé, où les patients souhaitent regagner leur domicile à défaut d'avoir une prise en charge beaucoup plus sérieuse. Merci d'avance. On va sérier les questions. D'abord, les 2 premières, risque de propagation avec cette réouverture des classes. Et quelqu'un qui fait allusion à votre collègue ministre de l'Enseignement supérieur. C'est vrai, dans la salle de conférence de votre ministère, on a vu quand même des ministres souffrir de la chaleur et qui étaient gênés par leur masque. Qu'en adviendrait-il des enfants? Non, moi, je crois que surtout dans des zones de forte chaleur. Je crois que c'est une question, bon, en fait, il faut comprendre, il faut comprendre que ça a été un peu exagéré. Il faisait chaud dans la salle, avec bien sûr les projecteurs de la télé qui, bien entendu, posent des fois un problème à nos invités. Ça peut se comprendre, dans un environnement télé, les projecteurs, des fois, émettent beaucoup de chaleur et l'environnement peut ne pas être un environnement favorable. Donc je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. Très souvent, le téléspectateur qui est dans son salon ne peut pas, bien entendu, mesurer tout cet environnement à la décharge de mon collègue. Mais je pense que dans la pédagogie, dans nos écoles et dans nos familles tout court, parce qu'il ne faut pas aussi simplement ramener la chose à la classe. Et dans nos familles, pour protéger nos enfants, il faut absolument leur donner l'habitude de mettre effectivement le masque dans les quartiers. Et ça, c'est fondamental. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que c'est d'ailleurs une responsabilité parentale, dans un contexte comme ça, de faire en sorte que nos enfants soient habitués à porter le masque. Cela me paraît fondamental pour les protéger. Même s'ils doivent souffrir de la chaleur. Ce n'est pas une question de... Je ne crois pas que les masques vont faire souffrir nos enfants. Les masques ont été, j'allais dire, confectionnés dans des conditions ergonomiques qui font quand même que ceux qui les portent sont dans de très bonnes conditions. Je ne le pense pas. Ce n'est pas vraiment des camisoles de force qui étouffent, non. Ça a été conçu dans les règles de l'art, dans une normalisation bien maîtrisée. Et je ne le pense pas. Il ne faut pas donner cette perception-là aux Sénégalais. L'autre qui s'inquiète des risques de propagation. La question revient. Quelle est la question? Du fait d'une réouverture des écoles. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. La question n'est pas tombée du ciel. C'est le résultat d'un long processus interactif, d'un très long processus multisectoriel où chacun effectivement a apporté à la réflexion les conditions d'une bonne maîtrise de l'ouverture. Je crois que j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Le cas de Guéréo, des malades qui veulent quitter, mais je la mets en corrélation aussi avec ces scènes que nous avons remarquées aussi dans certaines localités, notamment à Malika, de populations qui s'opposent à l'inhumation de personnes décédées du nouveau coronavirus. Votre réponse? Oui, ma réponse à la deuxième question, ce que nous avons vu à Malika ou dans d'autres quartiers, c'est une réponse qui d'abord repose sur un sentiment de désolation. Je suis vraiment donc très surpris quand j'ai vu de telles scènes. Et cela ne ressemble pas à la culture sénégalaise, cela ne ressemble pas aux Sénégalais. Mais il faut absolument donc se dire que c'est parce que les gens n'ont pas compris du tout
cette maladie du Covid-19, de la Covid-19, n'est pas effectivement donc du tout honteuse. Et il faut aussi que l'on arrête la stigmatisation et qu'aujourd'hui, personne n'a le droit d'avoir ce type de comportement. Donc, ce que je peux dire simplement, de manière très résumée, c'est que c'est inadmissible, mais derrière, il y a toute une stratégie de communication. Justement, j'allais dire, est-ce que votre stratégie de communication ne doit pas être questionnée? Oui, il y a une stratégie de communication pour nous permettre de régler ce genre de choses. Cette stratégie de communication doit insister sur la prise en charge par la communauté de certaines problématiques. Et parmi ces problématiques, c'est toute la problématique de l'adhésion à la lutte contre un ennemi qui en réalité n'a rien de honteux. Si cet ennemi-là peut entrer effectivement donc à la Maison Blanche, si cet ennemi peut entrer au palais au Sénégal, si cet ennemi peut entrer en l'Élysée, si cet ennemi peut être au marché ou un peu partout, c'est l'ennemi de tout le monde. Donc aujourd'hui, on ne peut pas admettre ce genre de choses. Mais est-ce que vous allez revoir votre stratégie de communication justement? Il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a l'information que nous donnons tous les jours aux Sénégalais sur la base d'un format qui est typique. Ça, c'est un moment d'information sur un certain nombre de chiffres. Certainement, c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Et que certains, de manière tout à fait active, peuvent confondre ça comme étant notre communication. Mais la communication que nous faisons, c'est la communication que nous faisons tous les jours. Ce que je suis en train de faire maintenant avec vous, entre dans un schéma de communication par rapport à tout cela. Est-ce que vous privilégiez la communication communautaire? Justement, j'allais y venir. Socio-anthropologue, si vous permettez, qui dit « Mais pourquoi le ministère de la Santé ne communique pas davantage sur les succès ?» Sur la question de la stigmatisation, par exemple, il y a des communautés qui sont organisées, comme à Saint-Louis, comme Touba Tchakanam, comme à Louga, pour justement conscientiser davantage les populations sur cette maladie. Tout à fait. Je crois que c'est une très bonne remarque. Pourtant, on communique sur les succès parce qu'aujourd'hui, quand on a 1801 guéris, mais c'est quand même important, c'est presque la moitié de nos cas contaminés qui sont déjà guéris. Pourtant, on affiche 3600 cas positifs. Si on commence par 3000... Mais vous avez tendance à insister sur les 1801 sous traitement et sur les cas qui sont en réanimation. Je reviens là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit il est important, comme vous le dites, de démontrer aux Sénégalais que ce ne sont pas les 3600 qui sont tous là positifs, mais parmi ces gens-là, la moitié est déjà guérie. Et il y a quelques-uns qui sont effectivement sous traitement, et dans ceux qui sont sous traitement, il y a des asymptomatiques, et il y a 42 effectivement décès, dans une proportion de décès d'une létalité qui est relativement de 1,10%, alors qu'au plan africain, nous sommes à peu près à 2 voire 3 de létalité. Au plan mondial, la létalité est plus importante, mais on ne communique pas souvent sur ce genre de choses. Très bien, je vous vois mieux communiquer. Donc, il est extrêmement important que l'on sorte ce genre de choses. C'est pourquoi moi je dis la situation est toujours effectivement sur une bonne maîtrise. La létalité sur des comorbidités ou sur des personnes âgées est là, mais c'est une maladie qui touche aussi les plus jeunes. Regardez parmi les décédés, on a eu des jeunes, 47 ans, 56 ans, ou des fois moins. Donc il ne faut pas que les jeunes croient qu'en réalité c'est une maladie qui ne peut pas effectivement leur porter préjudice. Bien au contraire. Et cette maladie-là est très souvent apportée par les jeunes dans les familles où on a des comorbidités et des personnes âgées. Il faut qu'on fasse très attention de ce point de vue. Il faut qu'on fasse attention de ce point de vue. Donc moi je suis d'accord avec vous que du point de vue de la communication, il faut insister sur l'approche communautaire, mais aussi il faut insister sur les côtés positifs. Que faut-il faire avec les personnes âgées qui sont quand même très très vulnérables? Hier, j'ai eu une discussion très poussée avec quelques spécialistes. Et une chose est constante, c'est qu'il faut absolument travailler à les isoler dans les familles. Il faut les isoler. Ceux qui ont des comorbidités, d'autres maladies chroniques, qui sont très favorables à
pousser un Covid-19 vers une létalité, vers la mortalité, ces gens-là aussi, il faut les protéger, il faut les isoler. Donc notre stratégie aujourd'hui... Sans les amener en asile? Non, je crois que ça peut se faire en famille. Moi, je peux le faire dans ma famille. Vous-même, quand vous avez une personne âgée dans votre famille, vous le mettez bien en confort quelque part et que fondamentalement, qu'on stoppe les visites, etc. C'est une question d'organisation. Je sais que dans certaines familles, c'est très difficile. Oui. Mais il s'agit fondamentalement de bien communiquer avec nos acteurs communautaires pour qu'on entre dans les maisons, pour les aider, pour les appuyer et pour faire en sorte fondamentalement qu'au niveau déjà des maisons, qu'il y ait une première barrière pour les personnes âgées et pour les personnes qui ont des maladies chroniques. Les anthropologues peuvent jouer un rôle important. Ils jouent un rôle important et d'ailleurs dans notre comité, ils sont bien impliqués. Ils sont très très bien impliqués et nous travaillons beaucoup avec eux. Oui. Et souvent quand on fait des propositions comme ça, je dis oui, il est important de le noter, mais il est important aussi des fois de les faire sortir. C'est-à-dire ces gens-là qui travaillent avec nous, souvent dans l'ombre, il faut absolument des fois qu'ils se présentent, qu'ils parlent aux Sénégalais comme étant des membres de notre dispositif, ne serait-ce que pour rassurer l'opinion de ce point de vue. Mais là, je peux dire qu'ils sont avec nous, ils travaillent beaucoup avec nous. Autre interrogation de notre socio-anthropologue, dont je tairai le nom, mais je relais quand même ces questions avec beaucoup de plaisir. On est aujourd'hui, dans votre comptabilité, à 13 régions touchées, 13 sur 14. Mais en disant 13 régions, c'est que ça ne reflète pas la réalité, parce que ce ne sont pas toutes les communes qui sont affectées. La majorité des communes n'est pas affectée. Ce ne sont pas tous les départements non plus qui sont affectés. Est-ce qu'en disant 13 régions, cette façon de globaliser ne fausse pas quelque part votre communication? Non, ça ne fausse pas la communication du tout. Parce que le Sénégalais voit plutôt une situation de catastrophe. 13 régions sur 14. Non, ça ne fausse pas la communication. Il s'agit de la réalité. On a 13 régions touchées sur 14. Mais on ne s'en arrête pas là. On ne dit pas il y a 13 régions sur 14, point. On dit il y a 13 régions sur 14 et je viens de vous dire tout de suite que 73% de la contamination est dans Dakar. Et il y a des régions où effectivement il y a eu quelques contaminations et d'ailleurs où il y a eu des guérisons. Donc on ne dit pas 13 régions sur 14, point final. On dit 13 régions sur 14 et on développe. Et c'est là où c'est pertinent en termes de communication. C'est comme dans une commune. Dans une commune, je peux dire, bon écoutez, à Cambérène, il y a 2 cas. Mais 2 cas à Cambérène importés hier, mais ce n'est pas tout Cambérène qui a des cas importés. Il faut pousser l'analyse et expliquer aux gens ce qu'il y a derrière. C'est pourquoi je dis, la communication, elle se fait de manière progressive, mais de manière, j'allais dire, assez développée. C'est vrai, si on avait dit qu'il y a 13 régions sur 14 qui sont aujourd'hui infectées et qu'on s'arrête, c'est la catastrophe. Mais je viens de vous dire, dans ma communication d'hier, et je l'ai répété tout de suite avec vous, que 73% des cas confirmés sont des cas de Dakar. 3 quarts de la contamination est dans Dakar. 10 sur 12 cas communautaires hier sont de Dakar. Vous voyez comment je suis en train de tirer la chose dans la capitale et vous dire que la bataille qui est la plus importante aujourd'hui, qu'il faut absolument gagner, c'est la bataille de la capitale. La bataille de Dakar. Comme si on parlait de politique, la mère des batailles. Comme quoi. Alors, Guéréo. Tout à fait, je crois que... ci wolof. ci ponk boobu bëgg naa nga wax ko ci wolof. wax nga dëgg. Guéréo dem naa fa. maak sama natango Sidiki Kaba, ministre des forces armées. Parce que Guéréo, xam ngeen ne benn centre la boo xam ne armée ñoo ko moom. Bi ñu décidé ne léegi képp koo xamante ne da nga am feebar bi te sa yaram yëgu ko parce que man nga am feebar bi te sa yaram du ko yëg man nga am feebar bi ñu analyser le laboratoire xam ne virus bi mu ngi si yow mais yow mi ñu ko wax sax boo moytul nga weddi ko parce que amul dara lu ko màndargal ñooñu dañ ne bu ñu leen jëlee nañ leen yóbbu fu mel ni Guéréo bañ leen yóbbu hôpital bu ko defee ñu leen di suivre foofu démb nag dem naa fa maak ministre Sidiki Kaba parce que il fallait ma dem nemmeeku li xew si centre yooyu dem naa Guéréo dem naa Thiès bi ma ñëwee effectivement donc ñu dem seeti maladie waxtaan na ak ñoom bu baax effectivement xam nga lu mel noonu bu ñu la fa téye na la xaaral ñu lay seet bu ñu la seetee ba virus bi newatul si yow ñu bàyyi la nga ñibbi des fois daf lay jaaxal ñaar ñoo jël kaddu foofu ku njëkk yi c'est un jeune bu am moins de 30 ans
mu ne man maa ngi fi depuis 20 jours tous les jours maa ngi ci plage bi def sport bu ngeen ma seetloo maa ngi nii dara jotuma. xam nga ça c'est très révélateur. bon dëkk il faut que ñu defal ma test bàyyi ma ñibbi. ki njëkk ki loolu la wax. keneen ki exactement la même chose la wax mais ñun lan moo ñu jot parce que ñi ngi fii di yëngatu on fait du sport tous les jours et tout il faut que non seulement ñu defal ñu test ñu génn mais il faut que conditions yi ñu yore effectivement ñu améliorer ko. ma tontu leen ne leen ñun ñi leen indi fii. ba man ma xëy tey si ndigalu président ànd ak sama naataango ministre des forces armées seet si leen xam ngeen ne yéen soxal ngeen ñu bu baax suñu cër moo ñu toppatee leen ba ngeen génn fi lu ngeen gën a nekk fii rek ñun ñu gën a am problème mais bu leen yaakaar ne yéen amoo leen feebar bi parce que feebar bi ki ko am mën na ko réere mbir mais ñun ñu koy mesurer tous les jours nag xam nañ dem mi ngi fi am mi ngi fi instruction ba ma joxe mooy que ñuy répéter contrôle yooyu di leen répéter le plus souvent possible pour que ku ko am ba amatuloo ko nga bañ fa toog beneen fan loolu dafa am solo loolu bu ma leen ko waxee dal na seen xel beneen bi tam mooy li ñu wax comme ay éléments yoo xamante ne bëgg nañ ñu améliorer ko mais joxe nañ instruction ñu jàppale leen mais li ma si jàngat lépp xam nga mooy lan mooy que ne appui psychosocial bi dañ ko war a yokk gën di waxtaan ak ñoom gëm di échanger ak ñoom gën di leen seet et cetera te loolu noté nañ ko élément boobu dañ ko yokk. Très bien. Le jeudi dimanche, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, on va prendre 2 minutes parce que le temps qui nous est imparti est terminé, mais je veux quand même vous interroger sur le traitement à base de la chloroquine. Professeur Seydi et le corps médical dans son ensemble maintient le traitement, le protocole. Est-ce que au niveau politique aussi, c'est aujourd'hui la résolution du Sénégal, de l'État du Sénégal? Mais c'est une position sénégalaise, ce n'est pas une position des praticiens sénégalais d'un côté qui exclut bien sûr la position des décideurs. Nous avons une politique de santé. Et ça, je le répète depuis que je suis assis sur... je suis avec vous. Il ne s'agit pas d'une position portée à un niveau et non assumée par un autre niveau. C'est une position du Sénégal. Le traitement à base d'hydroxychloroquine nous donne satisfaction depuis le début. Le Sénégal décide de poursuivre. Mais en même temps, vous écartez l'artémisia. Non, on ne l'écarte pas du tout. On ne l'écarte pas du tout. C'est dans un processus qui va bien entendu être apprécié par le comité éthique. Et si à ce niveau-là, il y a des débouchés donc, qui nous recommandent de l'utiliser, nous l'utilisons avec responsabilité. Le Sénégal est un pays responsable qui, bien sûr, en toute chose, suit un processus scientifique clair. Je crois que le comité éthique va nous donner la conduite à adopter de ce point de vue-là. Très bien, on attend. Y aurait-il un conflit entre l'Institut Pasteur de Dakar et l'IRSF? Non, sur moi la je question suis pas. De la souche. Moi je ne suis pas. Je ne suis pas. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'on dit, que j'apprends comme vous dans la presse, mais moi je ne suis pas vraiment à un niveau de gérer donc un conflit entre l'IRSF et l'IPD. Tous les deux sont associés. Tous les deux sont des prestataires dans le cadre de la riposte. Tous les deux sont des acteurs dynamiques de la riposte. Tous les deux font un travail important et les tests que nous vous donnons tous les jours sont assumés par ces deux institutions. Donald Trump des États-Unis qui claque la porte de l'OMS, qu'est-ce qu'en pense le Sénégal? Quelle est la position du Sénégal? Le Sénégal pense que, bien entendu, en tout cas le Sénégal est dans l'Organisation mondiale de la santé. Le Sénégal est un acteur très dynamique dans le cadre sous-régional au niveau de la CEDEAO et le Sénégal assume ses responsabilités dans le cadre c'est le premier contributeur. Oui, je crois 400 à 450 millions de dollars par an. C'est pourquoi nous souhaitons, bien entendu, que bientôt que tout cela soit un mauvais souvenir simplement et que l'OMS redevienne effectivement et retrouve sa grande stabilité institutionnelle. Que l'Amérique ne quitte pas. C'est le souhait, c'est notre souhait. Une question politique, l'occasion fait le larron. On parle de faux décrets, de vrais faux décrets sur l'honorariat des anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Vous êtes au courant de cela. Quelle est votre réflexion, votre position? Ma position sur... parce que vous êtes aussi le coordinateur des cadres républicains. Ma position, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. L'honorariat n'est pas effectivement une trouvaille de notre gouvernance. Et je crois que si vous convoquez les
les archives, vous vous rendrez compte que oui, mais c'est quelque chose sauf qui qu'ici, on parle de traitement quand même 4,5 millions de francs CFA de salaire salaire et d'autres avantages. Je n'entre pas dans ces considérations de montant, parce que moi-même, je n'ai pas vu un décret où il y a eu effectivement ce montant, mais ce que je peux vous dire, dans le principe, c'est que l'honorariat n'est pas une trouvaille sénégalaise, n'est pas une trouvaille dans notre régime aussi, c'est véritablement quelque chose qui existe. Et ce que je peux aussi dire... Oui, mais ici, la différence, c'est qu'on parle d'avantages. Tout à fait. Est-ce que ces avantages existent? C'est pourquoi je vous dis que ce décret qui a été brandi et bien entendu apprécié d'une certaine manière, il y a effectivement le décret que je considère comme étant, bien entendu, je ne sais pas si on peut parler de faux décret ou de vrai décret, n'aborde pas les choses en termes de montant, en termes, etc. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, et ce qui est constant, c'est qu'il n'y a rien dans ce dossier qui soit effectivement quelque chose de nouveau ou, j'allais dire, une trouvaille de notre Mais quand on parle de faux décret... Non, il n'y a pas de faux décret. Il n'y a pas vraiment de faux décret. Et ça, je peux vous dire que le décret, en tout cas, qui a été entre le 964 et le 976, je vous laisse le soin de faire l'investigation et de le dire. Il n'y a pas d'avantage accordé aux anciens présidents du Conseil. Mais l'honorariat par définition, est effectivement donc un régime qui permet, bien entendu, de donner des honneurs à donc une personnalité par rapport à les services rendus. Ça ne veut pas dire des avantages, forcément. Si, l'honorariat porte des avantages. Je ne parle pas de montant. Je ne parle pas de montant, encore une fois, mais sur le principe de l'honorariat, il s'agit bien entendu de mettre une personne qui a servi la nation dans des conditions de poursuivre avec honneur sa vie. Mais je ne parle pas de montant. Si véritablement ces montants-là sont avérés, je peux vous donner effectivement mon point de vue sur la question. Vous ne savez pas s'ils sont avérés ou pas. Sur le principe, ce que je peux vous dire, de ce que j'en sais, c'est que l'honorariat n'est pas quelque chose de nouveau. Et le Sénégal, bien entendu, ne sera pas le premier ni le dernier pays à l'appliquer. Un tableau pour finir. Le président de l'Association des maires du Sénégal, maire de Guédiawaye, Aliou Sall, qui a contracté le virus, mais une autre célébrité, un humoriste qui nous fait rire, Kouthia, qui s'en est sorti indemne. Juste en 10 secondes, vous dites quoi? Les saluer simplement et leur dire que donc, nous avons toujours été à leur côté pour Kouthia. J'aimerais bien entendu le saluer et le remercier d'ailleurs pour son appréciation de la situation dans notre pays. À lui aussi, qui est notre ami, notre frère, et je l'appelle chaque soir pour échanger avec lui. Ce qui veut dire simplement, il se porte très bien, c'est juste pour dire que nous sommes là dans une situation où tout le monde peut choper ce virus. Il faut absolument, dans des cas de figure comme ça, avoir cet état d'esprit que c'est une maladie très démocratique. Tout le monde peut l'avoir. Très bien. J'espère que tous les malades du Covid ou de la Covid-19 se porteront très bien, en tout cas mieux, et que le Sénégal s'en sortira victorieux de cette crise sanitaire. Émission Le Jury du dimanche qui a eu le plaisir de recevoir Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mahmoud Ibra Kane à la présentation. Merci à toute l'équipe technique de la télé et de la radio pour la réalisation. Les réseaux sociaux, Biram Pouy, Binta, Alexandra Ndiaye. Merci également à Aliou Diouf et Abdoulaye Silla pour E-Media SN. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.